Je vous propose un voyage à la rencontre des lieux qui nous rassemblent et de tous ceux qui les conçoivent. Explorons ensemble les bouleversements qui nous invitent à réimaginer le rôle, l'exploitation et l'organisation de l'immobilier tertiaire et au-delà. Pour cela, nous allons partir à la rencontre de tous ceux qui les font, sans exception. De la conception à l'exploitation, de l'architecte au directeur immobilier, du property manager au FMeur, des utilisateurs aux startups PropTech, pour imaginer à quoi ressembleront les espaces de demain. Des espaces qui ont du sens, économiquement, opérationnellement, humainement. Comprendre ensemble toutes les nouvelles dimensions d'espace qui, enfin, nous ressemblent. Bienvenue dans The Spacecraft, à la découverte des espaces de demain avec tous ceux qui les conçoivent. 3, 2, 1, décollage. Après un troisième épisode dédié à l'émergence des services généraux, nous allons aujourd'hui prolonger le voyage et nous attarder sur la mue dont ce service fait l'objet. De nouvelles attentes, aussi bien financières que servicielles. Un périmètre de responsabilité plus étendu, à la lisière des ressources humaines. Des filières de formation, outils et compétences pour structurer un poste complexe. Les services généraux ne sont plus, vivent l'environnement de travail. Et pour en parler aujourd'hui, je suis avec Thierry Alliot, responsable des services généraux, de la sécurité et de la sûreté du groupe Prévoir et membre du comité exécutif de l'IDée. Allez, The Spacecraft épisode 4, c'est parti. Enchanté Thierry Alliot. Bonjour. Merci d'être dans The Spacecraft, donc le podcast qui va mettre en valeur tous les espaces immobiliers tertiaires. Et aujourd'hui, on est plus particulièrement intéressé par les environnements de travail, puisque je suis avec vous et vous êtes aujourd'hui responsable des services généraux du groupe Prévoir. Exact. Donc, je vous laisse vous présenter. Je pense que vous ferez beaucoup mieux que moi. Ok, je dirais que j'ai aujourd'hui 58 ans. Donc j'ai pas commencé hier, voilà. Donc j'ai commencé en tant que militaire dans l'armée de l'air, dans les radars. Puis après X années, je dirais une grosse vingtaine d'années dans les télécoms. En gros, j'ai terminé dans une entreprise un peu connue qui s'appelle Ericsson. Je vois pas du tout. Oui, voilà. Et donc j'ai un historique technique et très basé sur de la radio. D'accord. Et puis ensuite de ça, au bout d'un moment, j'ai eu envie de faire autre chose. Et je me suis un petit peu renseigné en interne et en externe. Et puis il y avait des belles pistes en interne chez Ericsson. Et donc j'ai pris le poste de responsable services généraux, sécurité, sûreté et immobilier. D'accord. C'est complet. Oui, c'est un temps classique. Voilà. Et ici en plus, chez Prévoir, j'ai rajouté les achats en plus, histoire de. Mais j'ai rajouté. Oui, on m'avait. Voilà. Mais à l'époque, j'ai eu la chance entre guillemets de pouvoir faire une passation de pouvoir assez longue avec mon prédécesseur qui partait en retraite, qui m'a formé. Puisque c'est la grande question de tous nos métiers, c'est aussi la question de la formation. Et puis ensuite de ça, j'ai eu aussi la chance que Ericsson soit assez petit au moment où j'ai commencé. On n'était que 350 et quand j'ai quitté en 2019, on était un peu moins de 2000. Donc il y a eu beaucoup de création de sites, beaucoup de projets immobiliers, beaucoup de mutations, etc. Ce qui m'a permis par exemple de mettre en place du flex en 2014, ce qui n'était pas du tout courant à cette époque-là. De mettre en place des solutions de sûreté très innovantes, de mettre en place des solutions de gestion prévisionnelle de présence dans les immeubles, par exemple, pour pouvoir adapter les services au taux de présence. En 2014. Non, ça c'est plutôt 2015. Mais c'est quand même assez précurseur. Voilà, exactement. L'idée générale était de pouvoir travailler sur le côté digital des choses, puisque c'est mon cursus, pour être en mesure de construire une approche la plus centrée sur un équilibre entre le service qu'on apporte, les espaces disponibles, parce qu'il y a aussi la question de gestion prévisionnelle des espaces.
faire réserver les gens pour venir au bureau, ça marche pas, ou ça marche mal, ou en tout cas dans mes expériences, ça marche mal. Et derrière de trouver un équilibre financier aussi qui va bien. Par exemple, j'ai toujours trouvé idiot de chauffer une pièce quand il y a personne. D'accord. Oui. Bon, ça c'est assez facilement compréhensible, mais c'est aussi idiot de faire du ménage dans une pièce qui n'a pas été utilisée la journée précédente. Donc savoir qui se trouve où, qui fait quoi, et quels sont les besoins, et adapter ses services à ses besoins, c'est une clé majeure. Et c'était déjà une clé majeure hier, et ça l'est encore plus aujourd'hui, et ce le sera encore demain. Donc vraiment trouver cet équilibre-là. Et puis ensuite de ça, j'ai pas fini ma petite histoire. J'ai donc quitté Ericsson en 2019. J'ai fait j'ai été freelance pendant un certain temps. J'ai fait différentes prestations des sociétés comme Technip ou Idemia par exemple. Et ensuite de ça, je suis rentré donc il y a maintenant 2 ans chez Prévoir, qui est un groupe d'assurance. Et où là je fais, comme j'ai dit tout à l'heure, sécurité, sûreté, services généraux, achat, et en plus de ça, il y a tout un volet immobilier pour tous les sites de province, soit 137 sites. D'accord. Ouais. Vous êtes la seule personne qui a besoin de 2 pages de CV juste pour le titre, en fait, du poste. Non, en fait, c'est une des problématiques de nos métiers, c'est qu'en fait, on met là ce que les autres veulent pas faire. C'est très intéressant. Il y a énormément de choses très intéressantes que j'ai entendues, et notamment sur, déjà on va parler de ça, l'aspect services généraux, et le fait que ce soit un peu un fourre-tout, à savoir que on s'occupe des bâtiments, on s'occupe des gens, on s'occupe en fait de tout ce que les autres ne veulent pas forcément faire. C'est ça. Et le terme évolue. Et ça veut dire que le métier aussi évolue. Oui. Et oui, pas obligatoirement le regard que les autres ont de ce métier, mais le métier lui-même évolue beaucoup. Il évolue en technicité, il évolue en difficulté, en attente. Les financiers ont des attentes beaucoup plus précises des services généraux qu'ils ne l'avaient par le passé. Les utilisateurs ne se contentent pas seulement d'avoir du ménage fait et un peu de chauffage. Ils veulent aller beaucoup plus loin que ça. Bref, tout le monde demande plus. Mais souvent, on donne pas beaucoup plus de moyens aux services généraux. Souvent, on considère que le travail est simple. C'est un des grands problèmes de nos métiers. C'est qu'en fait, on considère... Je sais pas, il y a une image que j'aime bien utiliser, c'est le jongleur. Chacun ne voit qu'une balle du jongleur. Donc finalement, c'est simple. Je lance la balle en l'air, elle retombe, je la relance, elle retombe. C'est facile. Mais si on regarde l'ensemble des balles que gère le jongleur, là, ça devient infiniment plus compliqué. Ce qui veut dire qu'en fait, ceux qui ne sont pas réellement impliqués dans nos métiers imaginent que c'est simple, parce que eux, ils ont fait une demande, dans l'absolu, peindre un mur, j'ai fait ça chez moi, quoi. Sauf que c'est peindre 40 murs de 40 manières différentes, et en même temps qu'on gère le ménage, l'approvisionnement du restaurant et la gestion de la base de données des contrats. Je suis très grossier, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui. Faire tout ça en même temps fait à la fois la partie très intéressante de nos métiers, c'est que on sait jamais ce qui va se passer dans l'heure qui vient. Là, vous voyez, tout à l'heure, j'étais en conférence avec un prestataire sur une potentielle mise en place de base de données chez Prévoir, un système totalement intégré. Et après, j'ai un point sur du ménage, mais ça, c'est la partie que je connais. Entre-temps, il peut y avoir une personne qui vient frapper à la porte et qui vient me dire, écoute, la machine offset vient de tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est multicarte. Les pires journées sont les journées où j'ai un agenda léger. Vous voyez ce que je veux dire? Que la porte est ouverte. Alors, ça veut dire que la porte est ouverte, oui, exactement, mais surtout, tout peut arriver. Mais ça veut dire aussi que et ça, c'est une grosse évolution, pour revenir sur votre question de départ, c'est une grosse évolution qu'on constate aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, les services généraux, vu que c'est pas compliqué, on y mettait les gens pas obligatoirement formés, pas obligatoirement, c'était un petit peu l'endroit où on mettait les gens qui étaient pas obligatoirement bien vus ailleurs. Aujourd'hui, ça a vraiment changé. Aujourd'hui, il y a des formations très poussées, il y a des attentes très élevées, et vu les enjeux financiers, il y a quand même des gens qui sont quand même posés les bonnes questions, et qui disent, oui, mais avoir des gens compétents aux bons endroits, qui sont en mesure de me garantir un résultat,
c'est peut-être le moment de se poser la question. C'est quand même le deuxième budget en moyenne des entreprises. Côté RH, on se pose pas de questions. Côté DSI, il y a des questions qu'on se pose plus depuis très longtemps. On ne demande pas s'il faut des gens compétents à la DSI. Ouais. Eh bien, aux services généraux, malheureusement, ça a été un vrai sujet. Et cette mutation-là a fait que dans beaucoup d'endroits, la transformation s'est également transformée dans le nom. Et on parle beaucoup plus maintenant d'environnement de travail que de services généraux. Maintenant, il y a des queues de comètes, donc il y a aussi des endroits où on parle encore de services généraux, même s'il n'y a plus que le titre et dans les faits, on parle vraiment d'environnement de travail. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a tout cet ensemble de choses, mais globalement, cette mutation qui a impliqué et qui implique encore énormément de formation en interne, énormément d'accompagnement, il y a un énorme travail de management dans tout ça, interne et externe aux services généraux ou à l'environnement de travail. Mais c'est également une démarche d'appellation, de communication. Il y a toute une série de choses autour de ça. Ouais. Cette énorme mutation a commencé il y a en gros une dizaine d'années, de manière assez légère, mais s'accélère en fait aujourd'hui. Et dans cette mutation, il y a évidemment de nombreux facteurs, que ce soit les causes, mais aussi les conséquences. Qu'est-ce qui vous paraît être l'aspect le plus prégnant de cette mutation, le plus gros changement qui entraîne d'ailleurs ce changement de nom? Je pense que si vous posez la question à 10 personnes différentes, vous aurez 10 réponses différentes à cette question. Là, j'ai l'impression... Moi, j'ai bien ma réponse. Personnes de services généraux ou sur des office managers, c'est à chaque fois la même chose. C'est que le travail est différent d'une entreprise à l'autre, justement parce qu'on peut y mettre beaucoup de choses. Exact. Et pire, ça change. Ça change complètement. Moi, au départ, j'imaginais pas faire des projets immobiliers et je me suis retrouvé plongé là-dedans. Mais il y a un aspect que je retrouve aussi beaucoup et qui est un marqueur aussi peut-être de la changement de dimension, du changement de dimension de ces postes-là, de ce que c'est que gérer un bâtiment. Mais c'est se rendre compte que c'est aussi gérer des personnes qui sont dedans. C'est d'abord ça. C'est pas exclusif. Non. Mais pour revenir à la formation, ce qui est intéressant, c'est que souvent on se rend compte que un métier est encore pas forcément mature entre guillemets quand il dispose pas d'une formation spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a décrété comme ça, voilà, ça c'est une expertise qui mérite. La fameuse création de filières, etc. Voilà, c'est un vrai sujet. Puisqu'on met tout dedans, finalement, voilà. Et deux, il n'y a pas les outils spécifiques. C'est-à-dire qu'on va on va les piocher à droite à gauche, et voilà. Et là, j'ai l'impression que ça, c'est en train de changer. Oui, alors là, il y a un autre volet que je n'ai pas abordé, c'est que je suis également membre de ex-Arseg, maintenant ID. Voilà, je fais partie du comité directeur là-dessus. J'anime un club digital de par mon passé, etc. Mais je fais également partie du CRDIA, qui est une entité, je dirais, pas académique, mais une entité, la partie prospective de l'idée, le pendant prospectif de l'idée. Et justement, la question de la création de la filière, justement la question de la question de la formation professionnelle, reconnaissance administrative, au sens création réelle de filière, par exemple de formation ou autre. C'est un des grands sujets qui est actuellement en cours. Par exemple, il y a une étude qui a été faite récemment et qui montre que globalement, nos métiers de l'environnement de travail, que ce soit chez les prestataires ou chez les donneurs d'ordre, de manière globale, couvrent environ en France 1,6 million de personnes. Oui. C'est largement suffisant pour qu'on parle de filière. D'accord ? C'est-à-dire, il y a en gros une personne sur 15 en France qui travaille dans nos filières. Mais on n'a même pas de nom. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et c'est toute cette difficulté de reconnaissance qui va faire que derrière, on va créer des choses. Il y a bien un master qui existe, le master MIPI à Marne-la-Vallée. Il y a bien des formations qui existent à gauche et à droite. Mais un, c'est pas fédéré. Deux, elles ont pas le même nom. Trois, je suis même pas certain qu'elles se connaissent entre elles, etc., etc. Chacun envisage son truc. Et mieux, parfois, je pense au master de Marne-la-Vallée, ils ont du mal à faire le plein. Oui. C'est-à-dire que les étudiants eux-mêmes, ils disent, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans? C'est quoi? C'est vrai qu'historiquement, l'arrivée dans les services généraux, c'est pas une vocation dès le départ. Ça pourrait le devenir, parce que bon. Mais il y en a aujourd'hui, hein. Voilà. Parce que déjà, il faut savoir ce que c'est, pour commencer. C'est ça. Et puis, étant donné qu'il n'y a pas une dénomination commune et qu'il y a 27 noms différents,
Voilà, il peut y avoir des entreprises qui appellent service au personnel. C'est ça. C'est quoi encore? C'est difficile de l'identifier même, d'avoir. Et c'est tout l'objet de l'environnement de travail, de garder un nom et de faire que tout le monde se fédère autour de ce nom. C'est l'objet du changement de nom de l'ARSEG, puisque on se doute bien que ARSEG, il y avait services généraux qui traînaient quelque part. Voilà. Et alors que idée, c'est vraiment environnement de travail. C'est vraiment ça l'idée, pour regrouper l'ensemble des métiers et les fédérer et faire exactement ce qu'on vient de dire. Ouais. Ça, c'est très intéressant. J'aimerais revenir sur un point de votre passé, de votre présent, sans doute aussi, qui est l'appétence, on va dire, pour le digital. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça change, déjà, peut-être? Et quelles sont les choses qu'on n'arrive pas encore à faire, justement, dans l'inclusion du digital dans les bâtiments? Waouh! Oui, c'est large. Ah oui, c'est large. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Alors déjà, ouais, c'est ça, un peu. Alors déjà, on va y prendre dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on peut faire? À peu près tout. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pas obligatoirement tout. On veut faire ce qui est pertinent, ce qui est automatisant. En gros, le digital a vocation à rendre simple quelque chose de compliqué. Il y a un tas d'exemples qui existent dans nos métiers où une tâche demandait une journée, une fois que c'est digitalisé, c'est on appuie sur un bouton et c'est fait. La machine, le logiciel, le serveur, bref, l'ensemble des systèmes fait que des tâches répétitives, compliquées, administratives ou non, deviennent simples. Mais c'est pas seulement vrai dans nos métiers. Si on compare la comptabilité telle qu'elle était faite il y a 30 ans et celle qu'elle est faite aujourd'hui, on est sur un autre monde, on est bien d'accord. Bon, chez nous, c'est pareil. Cette révolution-là est plus lente parce qu'on parle beaucoup plus d'humains que de machines, mais de manière générale, c'est ce qui se présente. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout. Le problème, c'est est-ce qu'il est pertinent de dépenser 100 000 euros pour une prestation à 2 000 euros? Non. D'accord? Donc, il y a n'importe comment toujours une dimension humaine, toujours une attente humaine, c'est-à-dire que ceux qui demandent ce service attendent un retour. Ils attendent pas seulement que le système de ticketing leur dise voilà, votre ticket est résolu. Non, ils veulent quelqu'un qui vienne les voir, qui leur dise ça y est, ta chaise elle a été remplacée, ton truc. Alors quand c'est des questions mineures, ça n'est pas important. Mais par exemple, ok, ça y est, ton déménagement c'est validé, ça aura lieu tel jour, on viendra te voir pour tel truc. Ça, les gens attachent beaucoup d'importance. Donc l'humain, quoi qu'il arrive, est une dimension. Mais l'avantage du digital, c'est de libérer les humains qui réalisent cette prestation, ce service, les libérer de la partie administrative des choses pour qu'ils se consacrent beaucoup plus à l'humain. Et quand cette mutation-là est également comprise en interne, parce que souvent c'est un changement, c'est pas bien le changement, d'accord, c'est compliqué, ça marchait bien avant, etc., etc. Quand les gens ont compris que ce changement va finalement leur enlever les tâches pas sympas et leur ajouter des tâches sympas, faut pas leur expliquer 10 ans. Après, ils ont compris. Oui. Mais il y a toute une phase de préparation autour de ça. Donc, un des freins du digital, c'est l'humain. Et le dernier, c'est l'obsession de l'argent. Ça paraît bête, hein. Mais clairement. N'inquiétez pas, tout ce qu'on raconte ici restera entre nous. Non, mais l'argent, c'est à la fois un moteur pour une simplification, c'est à la fois un moteur pour un gain. Mais dans le même temps, quand vous dites aux gens, on a libéré, il y a moins de tâches à faire administratives, etc., l'étape d'après, c'est de dire, vous avez besoin de moins de monde. D'accord? Et donc, partant de là, vous tombez tout de suite sur un frein en vous disant, vous amenez un changement, c'est pour mettre moins de monde. Et ça bloque immédiatement. Et vous avez des gens qui peuvent aller très très loin dans ce type de blocage. Donc, il faut aussi intégrer toute cette... Oui, je vois peut-être le type de blocage. C'est une anecdote, effectivement. Il y a des choses, il y a des gens qui volontairement vous sabotent un sujet, alors que c'est vos équipes, hein. Ils vous sabotent un sujet parce que ils se disent, ah oui, mais si jamais ça s'est mis en place, demain mon poste est en jeu. Et c'est humain. Ouais. Et c'est complètement logique. Donc, partant de là, il faut aussi intégrer ces dimensions-là pour pouvoir construire une solution digitale. Mais le digital, c'est pas un but. Le digital, c'est un moyen. Oui, c'est un outil. C'est un outil. C'est un outil sur lequel s'appuyer. C'est intéressant cette question du frein et cette question aussi financière, parce que parfois il y a aussi des différences de scope. Alors, désolé pour les termes anglais, mais c'est-à-dire que le financier va vous dire ton bâtiment là, à court terme, combien tu fais pour me couper 2-3 coups, alors que c'est quand même là aussi pour l'inscrire dans la durée. Et on peut parler de changement d'effectifs, ça peut descendre à certains moments un peu difficiles, mais ça peut monter très vite aussi. Ouais. Et comment ça se passe justement avec les services
Alors, déjà, il y a un élément, si on prend l'histoire je vais prendre une partie de votre question parce que c'est tellement vaste. La partie variation de volume. C'est un cas que j'ai rencontré à de nombreuses reprises par le passé, où il y avait des phases de croissance chez Ericsson, par exemple, où on doublait les ressources par année. D'accord ? Donc ça amène de grosses complications. Mais vu que c'était aussi basé sur des projets, il arrivait facilement qu'on enlève la moitié des ressources sur une année. Le projet était terminé, merci, au revoir. Dieu. Voilà. Alors, dur humainement, mais également en tant que gestion d'immeuble, vous faites quoi de tous vos espaces ? En gros, comment vous pouvez prendre des engagements avec un bail 369, sachant que vous avez une visibilité business qui se limite à 3-6 mois ? Comment vous trouvez un point d'équilibre autour de ça ? Cette question-là, elle est très penante, et pas seulement pour des boîtes qui travaillent avec des projets, des choses comme ça. Tout le monde a cette difficulté-là. Alors, il y a un pari sur l'avenir, il y a plein de choses, etc. Mais comment vous adaptez précisément vos surfaces, les services qui vont avec, etc. Mais si on se limite aux surfaces, comment vous vous adaptez à une attente d'optimisation des coûts ? Si vous avez des surfaces pour 100 personnes alors que vous en avez plus que 50, il est clair qu'il faut que vous enleviez 50% de vos coûts de surface. Et comment vous faites ça ? Si vous avez un bail 369, vous êtes juste prisonnier. Et donc, partant de là, viennent toute une série d'autres questions. Ce type de réflexion-là vient également chez les property, vient également... c'est toute la branche immobilier qui a ce type de réflexion. Donc, l'adaptation par rapport aux fortes variations, jusqu'à présent, je dirais, la balance était toujours en faveur des propriétaires. Ce qui veut dire que les propriétaires disaient vous avez un engagement 369, vous payez jusqu'au bout, point barre. Aujourd'hui, on le voit à la Défense avec des découpes de tours dans des configurations très particulières, jamais vues jusqu'à présent. Aujourd'hui, cette notion de déséquilibre en faveur du propriétaire tend à être nettement moins nette, on va dire, qu'elle ne l'était par le passé. Même si elle n'a pas disparu. Ce qui veut dire que concrètement, aujourd'hui, certains propriétaires se posent la question du multiservice, du multi-usager, de la souplesse des baux, etc., etc. Et on voit naître à différents endroits, alors c'est pour l'instant assez sporadique, mais on voit naître pas mal de solutions innovantes autour de ces sujets-là. Donc l'adaptation des variations du business, des variations de besoins versus les surfaces. D'abord, il faut être deux pour danser le tango, donc il faut clairement que ce soit une volonté du propriétaire et de l'occupant, ou des occupants, parce ça peut être une question à plusieurs ensuite. C'est pas seulement deux pour danser le tango parfois, mais il faut, mais on voit quand même poindre toute une série de solutions. Et une vraie volonté de beaucoup d'aller vers plus de souplesse et plus d'adaptation aux besoins. L'autre volet est également d'avoir, puisque ce qui ne bouge pas, c'est le bâtiment lui-même, d'accord ? C'est qu'en partie, et ça se voit aussi, et je pense que c'est une tendance qu'on va voir de plus en plus, même si elle va pas être généralisée, mais où en fait toute la partie de nos métiers, ou une grande partie de nos métiers, sont transposés au bâtiment. Et on a finalement des espaces qui sont dédiés à l'entreprise A ou l'entreprise B, mais dans l'absolu, les services sont rendus de la même manière à tout le monde, ça rentre dans les charges et en avant. Ça enlève une grande partie de souplesse, même si on peut trouver quelques éléments, mais ça a l'avantage de la simplification. Si on pousse l'exercice jusqu'au bout, on tombe sur les offices, les bureaux opérés, etc., et toutes ces sociétés qu'on a vues poindre à gauche à droite, avec des coûts importants, mais ça satisfait une partie du marché. D'accord. Et dans ces cas-là, alors j'avais plusieurs questions, mais je vais commencer par la première parce que j'ai le sentiment que la seconde va prendre un peu plus de temps. Justement, dans le cas de ces bureaux opérés, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un glissement ou potentiel glissement de tout ce qui va être poste du facility manager, et pour complètement se décharger en fait de l'entretien de ces bâtiments et le transférer soit à des FME, soit à des bureaux opérés, mais en tout cas laisser la gestion du bâtiment, même peut-être des services liés au bâtiment lui-même, l'utilisation d'un parking ou ce genre de choses, vers des sociétés tierces pour que, au sein de l'entreprise, le responsable, anciennement services généraux, nouvellement environnement de travail, soit plus dédié à ses occupants. Est-ce que c'est un glissement que vous constatez, que vous souhaitez, que vous craignez, je ne sais pas. Alors,
C'est compliqué parce que je pense que là encore, il y a 10 000 réponses à cette question. Je parlais uniquement par rapport à ce que j'ai pu voir ou échanger avec d'autres. Ce volet-là existe. Ce glissement-là existe. Il existe chez certains. Il y a même le phénomène inverse qui existe aussi d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'on internalise pas mal de choses. Il y a de plus... actuellement, tout le monde se cherche. Hein. Donc, il y a un peu de tous les mouvements. Mais je dirais, il y a, j'en sais rien, peut-être 10, peut-être à échéance 20% du marché qui serait intéressé par ce genre de choses, ou avoir, alors, l'externalisation, c'est, dans ma réponse, l'externalisation, c'est au sens vers le propriétaire, vers le property manager, où en gros l'immeuble fournit le service. C'est pas obligatoirement une externalisation au sens éphémère. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Mais l'externalisation des services vers l'immeuble se trouve être quelque chose qu'on voit poindre, qu'on voit apparaître, et qui à mes yeux n'a qu'une seule limite, c'est le prix. Oui, parce qu'on parlait justement de... Est-ce qu'on est vraiment dans une période où on peut omettre cette variable? Ben certains, oui. Parce que en fait, l'équation, c'est quoi? J'enlève des ressources que j'ai en fixe, d'accord, et je les mets vers le propriétaire. Ok? Est-ce que donc les coûts vont passer de la poche gauche à la poche droite? Est-ce que c'est un traumatisme pour les financiers? Certains répondent oui, d'autres répondent non. Est-ce que ça amène plus ou moins de souplesse? Fonction de ce qu'attendent les entreprises, de leur usage de leurs espaces, etc. Certains répondent oui, d'autres répondent non. J'irai même plus loin, on n'a pas encore trop vu ça, mais ça pourrait arriver demain, des entreprises qui s'installent dans ce type d'espace et qui vous disent non, c'est trop cher, c'est trop compliqué, je manque de souplesse, j'attends tel service, je l'ai pas. Enfin, on peut tout imaginer et revenir en arrière. Là, par exemple, je suis en train d'internaliser une filiale qui est aujourd'hui installée dans un... je sais pas si on peut citer le nom, mais dans une société, il n'y a pas de problème. Donc c'est chez WeWork, d'accord. Ils sont tout proches, mais ça coûte très cher et surtout, on voit pas trop, eux-mêmes voient pas trop l'intérêt pourquoi ils sont chez un WeWork. Il y avait au départ toute une série de bonnes options, etc. Mais avec le temps, c'est pas super net. Et aujourd'hui, ils en sont on est en train de travailler sur l'ensemble des services qu'ils ont, l'ensemble des services qu'on peut leur offrir nous en interne, et comment on peut faire un match, et qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils vont avoir, et comment on peut faire évoluer tout ça. Tout ce travail-là existe, et au final, ils étaient un petit peu inquiets, comme tout changement, et au final, ils se rendent compte qu'ils vont payer moins cher pour un service plus adapté à ce qu'ils attendent. Parce que pouvoir disposer j'en sais rien moi, de fruits frais tous les matins, alors qu'il y en a pas un qui prend des fruits frais et tout le monde s'en moque, au final, on les paye quand même. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez quelque part, et c'est un des défauts de ce genre d'espace, c'est que vous avez quelqu'un qui se fait plaisir à offrir plein de services, vu que n'importe comment les autres doivent payer puisqu'ils sont là et c'est obligatoirement une quote-part, la question de quoi j'ai besoin, on se la pose plus trop. Ouais, c'est une très bonne question. J'oublie la question que je voulais poser tout à l'heure parce que je préfère enchaîner, c'est plus intéressant. On est effectivement, j'ai l'impression, à un moment un peu de maturité, de charnière, où il y a eu un espèce de modèle qui émergeait avec toutes les entreprises tech de la Silicon Valley, où c'était l'opulence de services. À qui allait offrir le plus de services variés et même innover, c'était presque du marketing. C'est-à-dire que il y avait des capsules de sommeil, ça. Faut ne surtout pas perdre de vue le contexte des sociétés de la Silicon Valley, etc. Oui, non, mais si ça vient, c'est qu'il y a toute une série de raisons. Exactement. Et voilà, il y a une réalité. Néanmoins, derrière, il y a une aspiration à copier ce modèle, à l'importer, à l'internaliser, sans forcément se demander ce qui était nécessaire. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de régression pour se recentrer sur les choses qui sont vraiment nécessaires, maintenant que, entre guillemets, le collaborateur est devenu le client, en disant voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ton truc là, ton baby-foot, il est bien sympa, mais je me souviens de l'anecdote que vous me racontiez, je vais vous la raconter sur les baby-foot, chacun pourra en faire l'expérience. Mais est-ce qu'il y a pas cette régression, mais je dirais plutôt cette maturité, ce recentrage vers l'essentiel pour revenir dans un building, dans un espace de travail, qu'est-ce qui aujourd'hui est essentiel? Là encore, ça dépend énormément d'une entreprise à l'autre. Comment je vous dirais ça?
L'essentiel, déjà, rien que vous essayez de lister l'essentiel. Vous posez cette même question à 10 entreprises, vous avez 10 réponses différentes. Déjà, 1. Donc la bonne réponse, elle n'existe pas. C'est une réponse typologique que je peux vous faire à ce niveau-là. Oui, je pense que d'abord, le premier moteur, c'est l'argent. Et que le premier moteur pour le choix de l'essentiel, c'est d'éviter de dépenser de l'argent dans des services qui sont peu ou pas utilisés. 1. 2, je voudrais revenir 2 secondes sur l'histoire de la Silicon Valley, etc. Par exemple, pourquoi dans certaines entreprises on donne les repas gratuits? Pourquoi il y a toute une série de choses? Et je dirais quelque part, pourquoi aujourd'hui les jeunes qui rentrent dans les entreprises ont des demandes pas aussi exigeantes que ça, mais ont toute une série de demandes autour de ça? Parce qu'ils ont intégré 2 choses. C'est que, 1, les entreprises n'augmentent pas les salaires des gens qui sont dans l'entreprise. Ils n'acceptent les augmentations que pour les nouveaux arrivants. Ce qui fait que les gens, en rentrant dans l'entreprise, savent très bien qu'ils auront les augmentations minimum à l'avenir. Donc, leur seul espoir, c'est d'avoir autre chose que de l'augmentation. Et donc, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est des services, des facilités, bref, toute une série de choses et du télétravail, et il suffit d'ouvrir un bouquin de management aujourd'hui pour voir tout ce qui sort dans ces domaines. Mais ils ne demandent plus l'argent. Pourquoi? Parce qu'on peut leur faire les promesses qu'on veut, n'importe comment, au final, ils savent très bien qu'elles seront pas tenues. Donc, au bout du compte, ils partiront. Et ils partiront en donnant comme excuse, bah oui, le baby-foot est en panne. Bon, ça n'a aucune espèce d'importance. Fondamentalement, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Il y a des entreprises qui jouent le jeu à l'envers. Il y a des entreprises qui vous disent ce que vous allez avoir comme augmentation à venir, etc. Et là, à ce moment-là, les gens prêtent beaucoup moins attention à tous les éléments autour de ça. Donc, il faut quand même pas perdre de vue que c'est la première question, c'est comment je vais pouvoir évoluer dans l'entreprise, quelle augmentation je peux attendre, etc. Et si je peux pas, je vais me rabattre sur autre chose en attendant de quitter l'entreprise pour partir vers une autre. Et là, on est à 100% dans le modèle de la Silicon Valley. Et ce modèle-là, oui, aujourd'hui, on le rencontre dans beaucoup d'endroits. Et puis, il y a un deuxième phénomène qui s'est combiné là-dessus, c'est qu'il y a globalement, sur le marché de l'emploi, ça s'est vraiment terminé avec l'histoire du confinement, les baby-boomers sont partis. D'accord? Donc, aujourd'hui, tous les ans, et je vous parle pas du passé, il y a déjà un passif en termes de salariés, mais aujourd'hui, tous les ans, il y a 120 000 emplois qui n'ont pas voilà, il n'y a pas de salariés pour remplir cet emploi. C'est pas une histoire de configuration, de formation de quoi que ce soit, c'est mathématiquement, il y a beaucoup plus de gens qui quittent le marché de l'emploi que de gens qui y rentrent. Et vu que le marché de l'emploi, il n'a pas baissé à cette vitesse-là, concrètement, il y a du manque. Et aujourd'hui, les sociétés n'ont pas encore intégré, elles sont toujours avec les baby-boomers qui restent là 20 ans. Ils n'ont pas du tout intégré ce qu'on vient d'évoquer sur les jeunes, cette mobilité, etc. Et vu que les entreprises ont pendant des années, je dirais globalement abusé de la situation, aujourd'hui il y a quelque part le retour de balancier. On a dit vous n'avez pas été sympa envers les salariés, quand les salariés ne peuvent pas, ils ne sont pas sympas envers vous non plus. Il y a un renversement de balance. Exactement. Et l'équilibre évolue. Certaines entreprises sont plus dynamiques que d'autres et ont intégré cette évolution de la balance et commencent à parler d'un tas d'autres sujets. Alors d'abord on attaque les sujets faciles, d'accord, puis les sujets un peu plus difficiles et à la fin les derniers. Donc le dernier c'est facile, c'est le salaire, d'accord. Un peu plus difficile c'est les questions de management. Et quand on veut pas traiter les managers, l'ensemble des questions de management, pour rester relativement simple, on a un baby-foot. C'est exactement regardez, c'est super chez nous, il y a un baby-foot. Non, on n'a pas réglé le manager toxique. Non, on n'a pas réglé la question des augmentations de salaire. Mais on a mis un baby-foot. C'est intéressant parce qu'on entend souvent aujourd'hui dire que l'environnement de travail a un rôle beaucoup plus stratégique. Et là, on est en train de parler presque de rôle RH, en fait, finalement. De se dire que ça devient une corde supplémentaire, et pas que pour l'image de l'entreprise, mais aussi pour son argumentaire en vue d'attirer des talents. Je vous dis, pas simplement de faire revenir les gens, mais d'en attirer encore des nouveaux et de garder les bons. Vous savez, quelle est la meilleure méthode d'embauche? Ça s'appelle la cooptation. Oui. Et est-ce que les gens font une cooptation dans une entreprise où ils sont pas heureux? Bien sûr que non. Donc, la première bonne manière d'embaucher des gens, c'est de s'assurer que ceux qui sont déjà en place soient contents. Parce que ça coûte infiniment plus cher de réembaucher quelqu'un qui quitte.
Donc en fait, moi j'ai toujours pas compris pourquoi les RH sont si fiers de dire qu'ils ont un turnover important. Fondamentalement, je trouve ça idiot. Je trouve que avoir des compétences, ouais, c'est ça. Mais fondamentalement, avoir une société dans laquelle il y a un turnover faible, alors ça a d'autres travers, je suis d'accord. Mais quand même, quoi, il y a des sociétés, ils ont 2 ans, 3 ans de turnover. Ça devrait être une catastrophe, quoi. Oui, c'est une catastrophe, d'autant plus qu'on parle aujourd'hui, enfin, du rôle de l'environnement de travail et du bâti comme vecteur aussi de culture d'entreprise. C'est très difficile de parler de culture pour des gens qui partent tous les 2 ou 3 ans. Exactement. C'est une culture de l'exil. Enfin, exactement. Et ça veut dire que les gens votent avec leurs pieds. C'est aussi simple que ça. Mais oui, et puis derrière est venu se combiner le télétravail, est venu se combiner certaines sociétés qui parlent aujourd'hui de la semaine de 4 jours, sont venues se combiner toute une série de choses qui sont dans les faits mis en place pour satisfaire l'entreprise, mais aussi, et ça c'est nouveau, pour satisfaire les salariés. Ce qui veut dire que concrètement, aujourd'hui, j'avais lu un truc comme quoi c'était la première question posée: combien avez-vous de jours de télétravail? C'est même pas le salaire, hein. Ouais. C'est combien de jours de télétravail. C'est aussi simple que ça. Mais ça fait aussi que les gens sont plus obligés d'habiter Paris. Ça veut dire aussi que si les gens ils sélectionnent seulement les sociétés où il y a 3 jours de télétravail minimum, eh bien on retrouve ce que moi j'avais vu il y a quelques années avec Le Mans qui me proposait différentes solutions, parce qu'on était à l'époque juste en face de la gare TGV en disant voilà, il y a 1 heure de trajet, région parisienne c'est facile, etc. Et certains avaient déjà d'ailleurs fait le pas. Aujourd'hui ça on le rencontre partout. Et le gars il dit écoute, moi je peux m'installer dans le Massif Central ou à Marseille, et puis je viens, je dois faire 2 jours à Paris, et ben je prends un hôtel, je fais mes 2 jours, ma famille reste dans un coin sympa, et quand je rentre, j'ai un coût de la vie qui est nettement moindre, j'ai un salaire parisien et j'ai une qualité de vie qui est nettement meilleure. Et c'est comme ça que Paris perd des quantités. Les écoles à Paris ferment les unes après les autres. On a un exil aujourd'hui de tous ceux qui peuvent le faire. Restons clairs, le télétravail, c'est seulement 40% des gens qui travaillent. 60%, on n'imagine pas un chauffeur de bus en télétravail. On voudrait même pas d'ailleurs. Encore. Un jour peut-être avec un casque de réalité virtuelle. Ouais, mais on n'a pas trop envie. Mais bon, au niveau du code, ça va être compliqué. Ouais, batterie faible. C'est peut-être un rare, dommage. Peut-être. Donc voilà, ceux qui peuvent s'en vont. Ce qui veut dire aussi que les entreprises réduisent les espaces avec le télétravail. Ce qui veut dire aussi que les espaces tertiaires sont tous trop grands. Oui. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc la défense qui a... Alors voilà. Mais j'aime bien citer la défense parce que pour moi c'est un phénomène qui est d'importance. La défense en 2018 avait un taux de vacances de l'ordre de, 3%. Très faible. C'était un des plus faibles d'Europe. C'était franchement... Exactement. C'était juste énorme. Avec l'histoire du Covid, le télétravail, les gens qui veulent... Les sociétés contre d'espace, etc., ils sont allés jusqu'à 27%. Certains m'ont parlé de 32% de vacances. Et là, c'est juste énorme. Sur la surface. Exactement. Et ce qu'ils ont fait, ils ont baissé les prix. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les sociétés qui étaient en grande couronne se rapatrient dans des espaces comme la Défense, parce que les prix ont baissé et ils peuvent se le permettre, et en prenant moins de surface. Et les sociétés qui étaient à la Défense se rapatrient au centre de Paris. Ce qui fait que les espaces sont beaucoup plus découplés, les prix baissent, et ça, c'est à mon avis un phénomène qui va durer. Il y a même des sociétés, alors c'est un peu extrême, mais j'ai entendu d'une filiale d'une société allemande qui a fermé tous ses bureaux de France et qui a dit, à partir d'aujourd'hui, tout le monde est en télétravail 100%. Et si vous voulez faire une réunion, vous prenez un espace dans un hôtel ou un tiers-lieu, ou etc. et vous allez, vous mettez en place là. C'est extrême. C'est à mon avis pas une bonne idée, mais c'est possible. Mais, voilà, c'est un choix déjà à assumer. Là, je vois qu'on arrive doucement mais sûrement à la fin de cet entretien. Du coup, je voudrais terminer sur une question que je pose un petit peu à tout le monde. C'est justement, vous, on est dans un spacecraft, un vaisseau qui vous amène dans 10 ans. Oh là. Voilà. Et dans 10 ans, pour vous, ça ressemble à quoi, un espace de travail? Un espace de travail dans 10 ans? Si vous vouliez, si vous aviez tous les pouvoirs pour dire, voilà, ça devrait ressembler à ça. Voici vers quoi ça doit tendre.
Et voici sans doute ce que ça va être, même si c'est pas exactement la même chose. Alors, parmi les exercices difficiles, le plus difficile, c'est quand même de prévoir l'avenir. Hein. Oui. Hein, il n'y a pas de conséquences, je vous rassure. Hein. Si vous avez faux, j'en ai pas en 10 ans. C'est gentil. C'est gentil. En fait, pour moi, je pense que les espaces tertiaires vont radicalement changer pour devenir des espaces de partage. Ce qui veut dire qu'en gros, faire venir des gens au travail pour qu'ils fassent la même chose que ce qu'ils font en télétravail, à savoir être face à un écran et taper sur un clavier, je pense que les sociétés, à un moment, vont se rendre compte que c'est juste une perte de temps et d'énergie. Donc je pense que concrètement, ce qui va réellement tendre, c'est des espaces, je dirais pas de type hôtelier, parce que c'est pas l'idée, mais des espaces où les gens viennent pour partager. Pas pour et la discussion dans le couloir et ce qu'on appelle radio moquette et autres solutions d'échange font que concrètement ce qu'on appelle en anglais le shadow organisation qui va être ce qui fait que ça marche. C'est-à-dire, quand vous avez un problème à la compta, vous appelez machine à la compta, vous passez pas par le chef. D'accord? Oui. Et c'est ça qui fait marcher une entreprise, hein. C'est pas l'organisation officielle, ça fait plaisir au chef, mais globalement, ce qui fait marcher, c'est l'interconnaissance et l'interconnexion entre les différentes personnes. Si vous maintenez cette connexion-là par des échanges café, par des réunions informelles, par des événements X ou Y, eh bien, je pense que vous pouvez complètement transformer la société et faire que les gens soient heureux de venir au boulot. Pourquoi? Parce que ça va être un moment d'échange, de partage. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont pas venir au bureau pour faire la même chose. Oui. Et à mon avis, l'évolution future, c'est vraiment dans ce sens-là. Est-ce que ça sera parce que ce sera dans des espaces où je dirais quelque part le propriétaire ou le property va nous poser toute une série de services et on vient louer une salle de réunion comme on loue une chambre d'hôtel? Peut-être, mais j'y crois peu. Je crois plus à des espaces plus dédiés à certaines entreprises en disant c'est notre salle de réunion, on peut y mettre notre affichage, notre démarche corporate, enfin toutes ces choses-là. Et donc je pense qu'il y aura toujours un volet dédié à l'entreprise, même s'il pourrait y avoir des volets de débordement et des espaces plus partagés avec d'autres. Mais vraiment, je pense vraiment qu'on va aller vers cette notion de partage à 100%, ou à très très fort pourcentage, et très fortement réduire les espaces. C'est déjà la tendance, hein. Il y a quelques années, on avait péniblement 15% des espaces qui étaient des espaces partagés. Aujourd'hui, les projets immobiliers d'aménagement montrent qu'on tourne dans les 60-70, on va vers les 100. Hein. On va vers les 100. Parce qu'il n'y a jamais assez de salles de réunion, elles sont jamais assez bien occupées, etc. Et à l'inverse, quand vous regardez dans les espaces de travail, les bureaux sont toujours vides. Il y a toujours trop de bureaux vides. Et pourtant, il y a toujours machin qui a décidé que c'est important qu'il ait son bureau. Bah ouais. Et si en plus de ça, vous avez le top management, parce que faut pas oublier que les poissons pourrissent par la tête, hein. Donc, c'est chinois, ça. Mais fondamentalement, si vous avez le top management qui montre l'exemple, qui se retire de son bureau super grand dans lequel on peut jouer au golf, mais s'il se retire de ces espaces-là pour pouvoir réellement rentrer dans cette logique et montrer l'exemple, eh bien, il n'y a aucune raison que ça ne suive pas. Et à ce moment-là, là, l'optimisation des coûts, vous l'avez, là, l'efficience, la satisfaction des gens, vous savez faire cet équilibre-là qu'on a tant de mal à trouver aujourd'hui. Et la crise de vocation aussi, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils se retrouvent devant un clavier absolument 4 par jour, tandis que là, on leur donne peut-être une autre raison. Et la raison de venir au boulot, hein. Moi, j'ai pas oublié, bon, c'est une vieille histoire, il y a prescription depuis, mais Motorola Mobile, quand ils ont été achetés par Google, ils ont fait l'inventaire des gens qui travaillaient. Motorola Mobile était à 100% télétravail. Plus précisément, les gens venaient s'ils voulaient. Et c'était un petit groupe, hein, moins de 50. Et quand la DRH a fait l'inventaire, les deux DRH ont fait l'inventaire, ils ont trouvé 3 noms qu'ils connaissaient pas. C'est original, hein. Et en fait, dans les 3 noms, il y avait, on va dire, un nom, c'était normal, mais il travaillait pour l'étranger, il était juste pas connu en France en tant que personne, mais c'était logique. Mais il y en avait un, c'était juste une erreur. Il avait démissionné. Il continuait à être payé. Ouais. Ah oui, il y avait une petite erreur administrative sur son nom. Il a bien évidemment omis de le signaler. Voilà. Et l'autre personne, il était toujours salarié, mais son chef l'avait mis au placard. Il avait refusé de lui donner du boulot. Il a juste été bossé dans une autre entreprise.
Donc il y avait les deux salaires, tout allait bien. Ça pourrait faire l'enjeu d'un épisode dédié justement sur la gestion du travail hybride et plus spécifiquement du télétravail avec tout ce que ça implique comme formation, nouveaux outils. Mais c'est pas uniquement une formation, ça veut dire quoi de participer, d'être d'une entreprise? Ça veut dire quoi faire partie du groupe entreprise? Ça veut dire quoi pour les salariés? Pas seulement le message officiel, c'est pas juste la présence. Exactement. La présence, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Ça rassure. Mais c'est pourquoi ça a tant marqué les esprits, c'est que ça rassure. On est sur du fait factuel mesuré. Maintenant, quand Michu est à la machine à café, il bosse ou il bosse pas? Quand un tel est en réunion, il bosse ou il bosse pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est toute cette notion-là, et là on est dans l'environnement de travail, mais on est également très proche des questions RH. À ce moment-là, c'est quoi le travail? Est-ce que c'est une présence? Le télétravail montre que non. Mais par exemple, un truc tout bête, on s'est tous jetés dans le télétravail. Elle est où la formation télétravail? Moi, j'ai eu quelqu'un dans mes équipes qui a failli partir en burn-out à cause de ça, qui m'envoyait des mails à 4 heures du matin, etc. Et ça s'est calmé très rapidement, mais faut pas croire que c'est inné chez tout le monde. Faut pas croire que tout le monde a un espace suffisamment large pour le dédier à ça. Il y a plein de gens qui ont travaillé sur leur chaise de cuisine et qui se retrouvent aujourd'hui avec des TNS. MS, troubles musculo-squelettiques, etc., etc. Donc c'est pas du tout. Non, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Et c'est aussi la raison d'être de ce podcast, c'est de pouvoir explorer justement ces changements-là qui sont tout neufs. Et en fait, on a beaucoup plus de questions souvent que de réponses encore, avec beaucoup d'expérience et d'expérimentation à partager. Et là, ces exemples-là montrent qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans cette direction-là. Ah bah oui, et c'est aussi tout l'intérêt de nos métiers. Pour gérer les choses à distance, tout simplement. Puisqu'on n'est pas là tout le temps, pour gérer ses équipes, pour gérer ses partenaires, etc., la gestion à distance n'est pas encore totalement intégrée. Et le management à distance. Parce que de base, on ne peut pas compter les têtes. Et là, il y a l'anxiété. C'est ça. Sans l'anxiété du manager qui ne voit pas. C'est ça, il y a des entreprises qui sont allées loin, qui ont mis des trackers dans les PC. Si ça s'arrête plus de 10 minutes, les gens. Il y a des gens. Ça devient le gendarme et le voleur. Il y en a qui a un coup d'avance. C'est ça. Il y en a qui ont développé des machines pour faire taper sur les claviers. Exactement. Voilà. Puis pour les meilleurs programmeurs, faire des petits scripts tranquilles. Voilà, pour que les claviers, etc. Tout à fait. Mais honnêtement, je pense que tout ça, ça montre qu'en fait, il y a une immaturité dans le management sur ces sujets, et il y a une immaturité chez les salariés, ou une méconnaissance chez les salariés. Alors, pas chez tout le monde, évidemment, mais clairement, il reste malgré tout aujourd'hui, après 2 années de Covid et en gros 2 années complémentaires, je dirais, il reste encore plein de champs peu ou pas explorés dans ces domaines. Et je pense que la notion de formation, la notion de définition, si on pouvait déjà dire clairement ce qu'on attend des gens en télétravail, combien de gens ne savent pas? Ils savent pas ce qu'on veut d'eux. Par exemple, et cette question, elle revient toute directement dans nos métiers. Par exemple, est-ce que nos métiers s'arrêtent à la porte de l'entreprise? Aujourd'hui, par exemple, moi, aujourd'hui, chez Prévoir, j'ai toute une série d'écrans qui sont chez les prestataires, chez les salariés. Ils sont partis avec. Oui. D'accord? J'ai vu chez Idemia les gens partir avec la chaise, l'écran scotché sur le truc, et ils partaient dans le métro avec. Ok? Etc., etc. J'ai vu des demandes de plateau repas chez les salariés, etc., etc. Voilà. Et il y a toute une série comment je vous dirais ça? Il y a toute une série de services, d'attentes, etc., qui portent également au-delà de la seule limite géographique de l'entreprise. Ouais. Et j'inclus les gens en déplacement aussi. Oui, mais c'est un peu on a une tagline sous le podcast qui est Building New Dimensions. C'est-à-dire qu'avant, les buildings, c'était 4 murs et un endroit physique. Aujourd'hui, ça s'étend bien au-delà. Ouais. C'est des lieux supplémentaires, c'est un espace virtuel, c'est aussi beaucoup plus d'humains, parce qu'on se rend compte que le building est là pour se mettre autour de l'humain, et l'humain n'est pas juste là pour s'empiler à l'intérieur. Non. Et donc,
Alors, en tout cas, merci beaucoup d'avoir exploré quelques-unes de ces dimensions avec moi au cours de cet entretien. C'est toujours agréable de parler de ces sujets. Oui. Et je pense qu'on y reviendra parce que j'ai l'impression qu'on a à peine effleuré les sujets. Donc, beaucoup merci Thierry Alliot merci pour cet entretien et très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était le 4e épisode de The Spacecraft. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à suivre notre page LinkedIn pour nous soutenir et à t'abonner sur ta plateforme de streaming préférée pour ne louper aucun épisode. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour poursuivre l'exploration avec un nouvel épisode exceptionnel. Je n'en dis pas plus, mais sache que si tu veux réactiver ton abonnement Duolingo ou dépoussiérer ta vieille méthode assimile, c'est le moment. À la semaine prochaine dans The Spacecraft.